Il y a des centres de rénovation qui parlent de service. Mais quand vous en demandez, je connais pas. Chez Lumberland, ça saute quand il s'agit d'aider les clients. On fait des pieds et des mains pour vous aider à choisir les bons matériaux qui se prêtent à votre genre de projet. N'ayez pas peur, on va même vous montrer comme c'est facile de le faire vous-même. Oui, Lumberland, c'est plus que du bois. C'est tout ce qu'il vous faut pour rénover et décorer votre maison. Confiez vos projets à Lumberland. Vous verrez que notre coup de main va plus loin. Lisa Santé vous propose chaque semaine un dossier sur des sujets qui vous préoccupent avec le reportage et le témoignage d'un invité. Aussi, nos chroniqueurs réguliers traiteront de nutrition, de mise en forme, et ils se pencheront sur vos petits malaises et ceux de vos enfants. Bref, une multitude de conseils santé. Lisa Santé, mercredi 21h, avec la collaboration des supermarchés Métro. J'ai ici un TV Hebdo normal, et là, un câble. Je branche le premier au second, et hop, voici un nouveau TV Hebdo édition câble, réservé aux abonnés de Vidéotron. Oh, les stations changent de place. Elles se retrouvent désormais à leur poste, aux positions qu'elles occupent sur votre câble ou sélecteur. De plus, le TV Hebdo édition câble a des pages supplémentaires et des guides complètement branchés sur les canaux spécialisés de Vidéotron. Abonnez-vous ou transférez sans frais votre abonnement au 499-0561. Je vous invite à venir rencontrer les spécialistes de la porcelaine de Limoges et je vous présenterai tous les accessoires pour dresser une table de prestige. Parmi notre vaste choix, le superbe service Impératrice de Haviland, jusqu'au service exclusif en véritable de fond incrusté or de Chastanier, les cristaux renommés et leur favori des styles design au couvert créé pour la cour du roi Louis XIV. Vous trouverez ces pièces exclusives chez les décorateurs de la table qui vous garantissent le prestige de votre table. Le devoir. Goûtez-y. Vous m'en direz des nouvelles. Le contrat de Düsseldorf est vital. À Paris, il y a une armée de négociateurs qui t'attendent. C'est mieux de changer ton argent ce qui La seule chose renégociable. Profite du voyage pour étudier le dossier de la réunion. J'ai échangé Stockholm, Marseille et Genève de Chine. Vous avez suffisamment de choses à penser. Vous n'avez pas à vous soucier des détails du voyage. KLM le sait très bien. KLM, la ligne de confiance des gens d'affaires. C'est une question d'expérience. Ce soir, nous allons suivre à la trace les démarches que l'écrivain Steve Revel poursuit depuis des années à la recherche de toute la vérité dans ce qu'on a appelé l'affaire Kennedy. Il s'agit d'une véritable enquête policière, mais à partir d'indices souvent aussi minces que des feuilles de papier et avec des témoins et des acteurs aussi difficiles à trouver que des aiguilles dans une balle de foin. Une enquête pleine de déboires aussi, car curieusement, toutes les fois que Steve Revel a besoin d'aide pour approfondir l'une ou l'autre des pistes qui lui semblent prometteuses, les témoins disparaissent et les pistes s'embrouillent. Le cimetière national d'Arlington à Washington, dernière demeure de l'un des plus grands héros américains. Chaque année, 3,5 millions d'individus viennent se recueillir devant cette stèle pour rendre hommage à la mémoire du président John F. Kennedy. Ils viennent aussi pour méditer sur l'un des meurtres les plus mystérieux de tous les temps. Une ancienne chanteuse de cabaret au Colony Club, Beverly Oliver, est convaincue d'avoir vu l'homme qui a tué le président.
Elle se trouve place Dealey le matin du drame, munie de sa caméra. Elle est venue pour filmer le passage du président. Pendant de nombreuses années, on ne saura pas qui elle est à cause du fichu qu'elle porte sur la tête et à cause duquel on l'a surnommée Lady Babushka. Au premier bruit que j'ai entendu, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un coup de feu. C'est probablement pour ça que j'ai continué à filmer, parce que je pensais que c'était un pétard ou un pot d'échappement. Je n'ai pas l'habitude d'entendre des coups de feu. Mais quand j'ai vu dans mon viseur la tête du président littéralement exploser, l'arrière de sa tête, là j'ai compris qu'on avait tiré. Je ne sais pas combien de coups de feu il y a eu, mais je crois que je sais d'où il venait. C'était de la clôture, là-bas. Celle qui entoure ce gros arbre, quelque part de l'autre côté de ces marches, mais du côté de la clôture. Il y avait un visage, là-bas, et de la fumée. Je serai toujours convaincue que l'homme qui a tué le président Kennedy était quelque part derrière ces clôtures. Et personne ne me fera croire le contraire. Je sais ce que j'ai vu. Après l'assassinat, Beverly est contactée à son travail par des agents du FBI. Ils lui prennent son film non développé et lui promettent de le lui rendre avant 10 jours. Elle ne le reverra jamais. De l'endroit où je filmais, j'avais les meilleures images de l'assassinat. Et sans doute les seules où l'on voyait bien la butte de gazon. C'est sûr que bien des questions trouveraient une réponse si on retrouvait mon film. Par chance, à quelques pas à gauche de Beverly, se trouve Marianne Moorman dans son manteau sombre. Elle prend sa photo une fraction de seconde après que le président soit mortellement touché à la tête. Cet instantané historique sera souvent examiné par le FBI, mais il est bien trop célèbre pour disparaître. Son terrible secret ne s'est dévoilé que tout récemment. Après 5 années de recherches intensives sur la photo de Mme Moorman, 2 chercheurs texans, Jack White et Gary Mack, y découvrent une preuve indiscutable de la présence d'un tireur sur la butte de gazon. On voit ici l'homme qu'on appelle l'homme au badge, et dont la taille arrive au sommet de la clôture, comme le montrent nos découvertes. C'est Gary Mack qui, le premier, isole l'image de l'homme au badge. Ce que j'ai observé ne serait qu'une vague tache d'encre pour la plupart des gens. Et puis tout à coup, j'ai vu d'abord des yeux, puis des oreilles, un front et des cheveux. Et petit à petit, les pièces du puzzle ont pris un sens pour moi. C'est là que j'ai appelé Jack, qui travaille dans la photo, et avec ses agrandissements, on pouvait voir de plus en plus de détails. À un moment donné, on s'est rendu compte que l'individu portait sans doute un uniforme de policier, ou en tout cas assez semblable à ce que portent les policiers de Dallas, de sorte qu'il pouvait très bien passer pour un policier. C'est vraiment le moment qui m'a fait le plus peur, parce que le plan me semblait tellement brillant, un agent de police dans cet endroit éloigné de la foule. Personne n'aurait été étonné de le voir là, parce qu'il y avait des policiers partout. Cet homme était un imposteur, et ça m'a fait trembler, parce que j'ai réalisé que c'était un plan conçu avec beaucoup d'intelligence. Ne perdez pas de vue que la photo de Mary Moorman est à peu près de cette taille, que la surface dont on parle doit faire un carré d'un demi-centimètre environ. Ce qui veut dire que l'homme au badge se trouve dans une zone minuscule, ce qui fait que le travail d'agrandissement était particulièrement difficile et très long. Cette surface minuscule est le théâtre d'une extraordinaire rencontre. Derrière la clôture se trouve une aire de stationnement et en 1963, Gordon Arnold est un jeune soldat de 22 ans, frais émoulu d'un camp d'entraînement et sur le point de prendre son poste en Alaska. C'est sa première entrevue filmée. Ce matin-là, je suis descendu en ville parce que je croyais qu'il allait y avoir une parade. Alors j'ai garé ma voiture dans le fond de ce parking et j'ai marché jusqu'à cet endroit précisément parce que je voulais filmer la parade depuis le pont de la voie ferrée. En fait, je ne suis jamais allé plus loin que cet endroit. Au moment où j'ai levé ma jambe comme ça, un homme est sorti de derrière ce coin près du pont. Il porte un costume et m'a dit que je n'avais rien à faire par ici. J'étais plus jeune et on a du cran à cet âge-là. Alors je lui ai dit que rien ni personne ne m'empêcherait d'aller sur le pont. Il m'a exhibé une carte en disant qu'il était de la CIA. Et j'ai dit, ça va, c'est assez fort pour moi, je m'en vais. Alors je me suis tourné et j'ai remis ma jambe comme ça. J'ai marché le long de la clôture jusqu'à mi-chemin.
pour voir si j'aurais une bonne vue de là. Et il est revenu en disant, je vous ai dit de quitter cet endroit. J'ai dit d'accord et je suis parti. J'ai longé la clôture jusqu'au bout. Je suis passé de l'autre côté et c'est là que j'ai fait ma mise au point pour avoir une bonne prise de vue de la parade. J'ai fait un plan panoramique. Comme ça, tout ce qui se passe sur la route, je l'aurai sur ma pellicule. Et j'ai vu que c'était le président des États-Unis. Je filmais par là. Et au moment où j'étais comme ça, à peu près, une balle a sifflé près de mon oreille gauche. Ce qui veut dire qu'elle devait venir de là. Je me suis jeté par terre. Et il m'a semblé qu'un deuxième coup au moins était passé au-dessus de ma tête. On aurait dit qu'il y avait plein de détonations dans le coin. Pendant que j'étais sur le sol, quelqu'un est venu de cette direction. Il m'a semblé que c'était un agent de police parce qu'il était en uniforme. Mais il ne portait pas de casquette. Et il avait les mains sales. Mais c'était pas important à ce moment-là parce qu'il criait et tremblait avec son arme à la main. Et je crois que je lui aurais tout donné sauf ma caméra parce que c'était celle de ma mère. Il m'a donné un coup de pied et m'a demandé si j'avais pris une photo. J'ai dit que oui. Et quand j'ai regardé son arme, elle était grande comme ça et j'ai décidé de lui donner mon film et de le laisser partir. Je le lui ai donné et il est parti dans cette direction. Moi, je suis parti par là. Et 3 jours plus tard, j'étais en Alaska. Je ne suis revenu aux États-Unis que 18 mois plus tard. On a passé énormément de temps à étudier cette photo, à en regarder tous les détails. Et je suppose qu'en arrière-pensée, nous avions cette histoire qui avait surgi 4 ans plus tôt de cet homme, Gordon Arnold, qui prétendait avoir été témoin de l'assassinat alors qu'il était debout près de la clôture. Or, il y avait une clarté comme une ampoule près de l'homme au badge, et on ne savait pas trop ce que c'était. Mais au fur et à mesure des travaux photographiques de Jack, on s'est rendu compte que cette tache, c'était probablement Gordon Arnold. Voici un individu qui raconte son histoire à un proche et que quelqu'un d'autre entend par hasard. Cette histoire arrive à l'oreille des médias et Gordon Arnold paraît dans les journaux comme témoin qui se trouvait à cet endroit. Mais personne ne l'a cru, parce qu'il n'y avait aucune photo ni aucun film qui montrait un homme dans cette position. Et voilà que tout à coup, la photo Moorman vient confirmer son histoire. Et souvenez-vous que l'histoire de Gordon Arnold est sortie 4 ans avant qu'on ne remarque sa présence sur la photo Moorman. C'est plus tard que nous avons appris qu'Arnold portait cette veste de l'armée, avec un petit insigne en haut et une médaille sur le côté droit qui dit « Armée des États-Unis ». Et c'est exactement ce que nous voyons sur la photo. Nous savions aussi que Gordon Arnold filmait le cortège avec une caméra. Et c'est précisément ce que montre la photo, car on voit le bras droit de la personne dans cette position, avec la main levée sur le visage. Et ce qui semble cacher son visage peut très bien être une caméra. Les travaux de Gary et Jack ont été vérifiés et répétés par des experts indépendants en Grande-Bretagne. En mesurant place delay à partir de la photo originale de Marianne, on obtient la confirmation que l'homme au badge a très bien pu tirer la balle fatale. On a une très bonne vue de la rue d'ici. On voit bien le couloir central où roulait le président et on peut le voir sur presque toute sa longueur. C'est une position remarquable. Mais le photographe a d'autres révélations à faire. Un jour que j'étais assis à mon bureau et que je regardais cette photo, j'ai cru voir une autre silhouette directement derrière l'homme au badge. C'est une personne qui porte un chapeau dur et un t-shirt blanc. Et la manière dont il est éclairé correspond à celle de l'homme au badge. En d'autres mots, il y a un point culminant sur le casque qu'il semble porter et une ombre sur son visage et sur ses épaules. La source de lumière correspond avec le reste de la photo. On dirait bien qu'il regarde vers le dépôt de livres scolaires. Pendant toute la durée de nos travaux, on a pensé qu'il était important de faire confirmer d'une façon indépendante tout ce qu'on avait vu. L'un des témoins importants, quoique souvent négligé dans l'affaire Kennedy, c'est un cheminot qui se nomme Lee Bowers et qui travaillait dans une tour derrière la butte de gazon et la clôture
et qui distinguait bien la zone où nous voyons ces personnages. Il a témoigné devant la commission Warren et il leur a dit qu'au moment où Kennedy était arrivé sur la place Dealey, il avait vu 2 hommes derrière la clôture et qu'ils étaient restés dans la même position avant, pendant et après la fusillade. Lee Bowers meurt dans un mystérieux accident de voiture 2 ans et demi après l'assassinat. Cependant, son témoignage est corroboré par celui d'un autre témoin oculaire, Ed Hoffman, sourd-muet et qui donne ici sa première entrevue. J'ai quitté mon travail de bonne heure parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Je roulais sur l'autoroute là. Et je me suis souvenu que le président Kennedy était en visite à Dallas. Et j'ai garé ma voiture ici. Et je me suis rendu compte que d'où j'étais, je pourrais voir passer Kennedy tout près. J'ai attendu ici et j'ai cherché des yeux l'endroit d'où il arriverait. C'est là que tout à coup, j'ai vu 2 hommes au comportement suspect, là, dans l'aire de stationnement. Il y a 25 ans, ces arbres ne cachent pas la vue depuis l'endroit où ils se trouvent et du bord de l'autoroute, Ed Hoffman voit distinctement l'aire de stationnement derrière la butte de gazon. J'ai vu un homme qui portait un chapeau noir et une veste bleue. J'ai vu un nuage de fumée et j'ai cru que c'était une cigarette. Mais c'était pas ça. Il avait un fusil et il marchait vers la voie ferrée. Il a lancé son fusil à l'autre homme. Il a fait demi-tour. Il a tiré sur sa veste, ajusté son chapeau et il est parti comme si de rien n'était. L'homme à la chemise rayée de cheminot a marché jusqu'à la boîte électrique avec le fusil. Il a démonté le fusil et l'a rangé dans une boîte à outils. Là, il est reparti tranquillement vers la voie ferrée. Je me suis rendu au FBI pour leur raconter ce que j'avais vu. Mais ils ne voulaient rien entendre. Et ils m'ont offert de l'argent pour que je reste tranquille. Ils ne se rendaient pas compte que ce qui m'importait, c'était de dire ce que j'avais vu. J'avais du mal à communiquer avec eux. Et j'ai l'impression que les 2 hommes que j'ai vus travaillaient ensemble. Et que celui derrière la clôture avec le fusil est celui qui a tué le président Kennedy. Tâchons de comprendre la situation. Le FBI commence son enquête immédiatement, reçoit tous ces témoignages, plus de 50 rapports de témoins oculaires disant qu'au moins un des coups de feu provenait de cet endroit, et tout à coup on leur donne une photo qui montre ce même endroit, un 1/6 de seconde avant que la tête du président n'explose, et pas un seul des membres du FBI ne se demande si le tireur pourrait être sur cette photo. Je crois que le soir même, ils savaient qu'il y avait un 2e tireur sur la butte de gazon. La preuve médicale, sous sa forme actuelle, n'indique pas un coup de feu par devant. Mais il faut comprendre que si l'homme au badge tirait, et si c'est sa balle qui a frappé le président à la tête, alors c'est que la preuve médicale a été falsifiée. Et là, on se trouve face à une conspiration au niveau du gouvernement des États-Unis. Une autre confirmation de la présence de Gordon sur la butte de gazon nous est donnée curieusement par le sénateur Yarborough. Pendant la fusillade, mes yeux furent attirés sur ma droite. Et puis j'ai vu un homme sauter sur environ 3 mètres en faisant un plongeon comme pour plaquer un adversaire. Il a atterri au pied d'un mur et je me suis dit, c'est sûrement un soldat sur qui on a tiré au combat ou qui a subi un entraînement intensif. Au premier coup de feu, mettez-vous à couvert. C'est la toute première fois qu'on montre cette photo coloriée à Gordon Arnold. Il a toujours cru qu'il n'existait aucune preuve de sa présence ce jour-là sur la butte de gazon. On dirait un soldat en uniforme d'été avec une casquette d'outre-mer. On dirait un peu mon uniforme. On dirait qu'il a une caméra ou quelque chose sur le visage. On dirait une tache blanche. Si c'est un flash, on dirait qu'il sort du bout d'un fusil. Et ça, on dirait un agent de police. Parce que ça, ce serait le badge. Ça, son emblème.
Et cet homme-là, dans le fond, ce ne serait pas le cheminot dont je vous ai parlé ce matin? Parce que quand je marchais vers le site, je ne l'ai jamais dit à personne. Quand on est allé là-bas pour filmer, je me suis rappelé que j'avais vu un cheminot qui se tenait là, près de la voie ferrée. On dirait quelqu'un qui prend une photo. Je me suis demandé pourquoi je me serais courbé comme ça, mais si c'est la fumée d'un fusil et non le flash d'une caméra, celui qui est debout là aurait été fou de rester debout. Il essaie sans doute d'éviter d'être blessé, parce que c'est ça qui se serait passé. Et ça pourrait bien être moi. Si ce dessin reflète la réalité, ça veut dire que les témoins avaient raison et que les chercheurs qui ont parlé de conspiration depuis 25 ans avaient raison aussi. Et ça veut dire aussi que la commission Warren avait tort. Il y a eu une conspiration. La question qui se pose, c'est qui a été mêlé à cette conspiration? Et en même temps, est-ce que Lee Harvey Oswald y était mêlé lui aussi? Un des résultats positifs de la commission Warren, c'est qu'elle a enregistré en détail les derniers jours de la vie d'Oswald et qu'à présent, il lui serait difficile de prétendre qu'Oswald aurait eu l'occasion de rencontrer des gens pour planifier une opération comme celle-là. Alors on peut se poser la question sérieusement, et peut-être pour la première fois, à savoir si Oswald a tiré le moindre coup de fusil. La chasse à l'homme pour trouver celui ou ceux qui ont vraiment tiré a fait un grand pas en avant grâce à la minutieuse et dangereuse enquête menée par un homme seul, l'écrivain Steve Revel. Mon seul but pendant ces 4 dernières années a été d'identifier les tueurs qui ont réellement assassiné le président des États-Unis, de rassembler des preuves contre eux et de les faire incarcérer pour qu'ils puissent être interrogés. Parce qu'il me semble que c'est le seul moyen de connaître la vraie nature de cette conspiration et d'identifier les hommes qui sont à sa tête. Nous avons maintenant 2 témoins qui nous ont dit qui ils étaient, on sait où ils sont, et il me semble qu'il devient urgent de les mettre en prison et de faire tout notre possible pour qu'ils nous disent la vérité sur cette tranche de l'histoire des États-Unis. La chasse aux assassins de Kennedy que mène seul l'écrivain Steve Revel a commencé 4 ans plus tôt. Son premier indice, c'est le nom d'un trafiquant français incarcéré aux États-Unis et dont on dit qu'il en sait long sur l'assassinat. Le premier tournant de mon enquête fut cette entrevue que j'ai eue avec un trafiquant de drogue français au pénitencier de Leavenworth. Son nom, c'est Christian David, et il avait fait partie d'un ancien réseau de trafic d'héroïne, la French Connection. C'est lui qui commandait la filière corse en Amérique du Sud et que l'on appelait la Latin Connection. Mais il avait aussi été un agent de renseignement pour plusieurs services de renseignement dans le monde. En échange de mon aide, pour lui trouver un avocat, pour lui éviter une éventuelle extradition vers la France à sa sortie de prison, il accepta de me donner un certain nombre de renseignements relatifs à l'assassinat et basés sur ses propres connaissances. La première chose qu'il médite, après 4 ou 5 heures d'arguments et plutôt à contre-cœur, c'est qu'il avait connaissance d'une conspiration pour l'assassinat du président et qu'on lui avait offert en mai ou juin 1963 à Marseille le contrat du meurtre du président Kennedy. Ce fut la première faille. Finalement, il a été extradé en France et j'ai maintenu le contact avec lui. Je suis allé à Paris où je l'ai rencontré dans 2 prisons parisiennes. Et c'est par peur d'être transféré dans un asile pour criminels aliénés ou d'être condamné pour une vieille accusation de meurtre qu'il m'a, petit à petit, donné d'autres informations sur l'assassinat. Il prétendait qu'il y avait 3 tueurs et qu'ils faisaient tous 3 partie de la mafia corse à Marseille et que le contrat qui retenait leur service avait été signé avec Antoine Guérini, le chef de la mafia corse à Marseille. On a demandé à Guérini, me dit-il, 3 tueurs de haut niveau, très expérimentés, pour tuer le président. Et Guérini les a fournis. Au cours d'une de mes conversations les plus déterminantes avec David sur ce sujet, il m'a raconté qu'en mai ou juin 1963,
Il se rendait tous les soirs dans le bar d'Antoine Guérini, dans le vieux port de Marseille, pour y rencontrer des gens qui lui devaient de l'argent. Un soir, Guérini l'a convoqué dans son bureau pour lui dire qu'il y avait un contrat important et lui demander s'il serait intéressé. David demanda qui le contrat concernait et il lui a dit un politicien américain. David a demandé est-ce un membre du Congrès, un sénateur, et Guérini a dit plus haut que ça, la plus grosse légume. Là, bien sûr, David savait de qui il parlait. Il lui a demandé où devrait être exécuté le contrat, et lorsque Guérini a dit que c'était sur le territoire des États-Unis, David a refusé. Il trouvait ça trop dangereux. Au début, David ne voulait me donner que le prénom de l'un des trois hommes, parce que deux d'entre eux étaient encore vivants, et comme il faisait partie du milieu corse, il serait exécuté à son tour en vertu de la loi du silence et de la vendetta. Et quoi qu'il en soit, il accepta de me donner le prénom de ce troisième homme qui, disait-il, était mort et qui s'appelait Lucien. J'ai passé énormément de temps à Paris et à Marseille pour tenter de trouver qui était ce Lucien. Et grâce à des contacts que je m'étais faits dans les milieux des journalistes, de la police et des renseignements, j'ai pu établir que ce Lucien était en fait un Corse, trafiquant de drogue et tueur dans les années 60-70, qui s'appelait Lucien Sarti. Sarti s'était fait descendre à Mexico en 1972. J'ai cité le nom de Sarti à David, et il m'a confirmé que c'était bien l'homme dont il parlait. C'était un homme téméraire et qui prenait tous les risques. Il était connu et méprisé, même par ses collègues, à cause des risques qu'il prenait. Mais c'est cette même témérité qui en avait fait l'un des tueurs et trafiquants les plus efficaces du siècle. Craignant pour sa vie parce qu'il avait identifié Sarti, Christian David refuse de donner les noms des deux autres Corses engagés pour assassiner Kennedy. Néanmoins, au fur et à mesure que les entrevues se suivent, il commence à révéler comment le contrat placé ici à Marseille fut mis à exécution. En automne 1963, 3 tueurs corses se sont envolés de Marseille à Mexico, où ils ont passé 3 ou 4 semaines dans la maison d'un contact à Mexico. Il a dit qu'ils ont été conduits en voiture de Mexico jusqu'à la frontière des États-Unis, à Brownsville, au Texas. Ils ont passé la frontière avec des passeports italiens. Il m'a dit ensuite qu'à Brownsville, ils avaient été pris en charge par un représentant de la mafia de Chicago, avec qui ils conversaient en italien. De là, on les a conduits à Dallas, où on les a logés dans une maison sûre, préparée à leur intention, pour qu'ils n'aient pas à s'enregistrer dans un hôtel. Il a dit aussi qu'ils ont passé plusieurs jours à faire des photos de la place d'Ely, et que le soir, dans leur planque, ils ont étudié ces photos et ont organisé ce qu'il a appelé un triple feu croisé. Sur la question du meurtre lui-même, il a été assez précis. D'après lui, 2 des assassins étaient placés dans des immeubles, il ne savait pas lesquels, derrière la limousine du président. Mais il a dit que l'un était très haut et l'autre presque à l'horizontale. Puis il a ajouté, vous ne pourrez pas comprendre les blessures si vous ne comprenez pas que l'un des hommes était presque à l'horizontale. Au cours d'une autre conversation avec David, je lui ai demandé, connaissant le penchant de Sarti à changer son apparence, si celui-ci ne lui avait jamais rien dit au sujet d'un déguisement qu'il aurait porté. Et David m'a demandé ce que j'entendais par déguisement. J'ai alors demandé, Sarti vous a-t-il jamais indiqué qu'il avait porté des vêtements qu'il ne portait pas habituellement? David y a réfléchi un moment, puis il m'a dit qu'il portait un uniforme. Je lui ai demandé lequel et il a refusé de me répondre. Mais il a ajouté que pour ce genre de travail, on portait toujours un déguisement. Il disait que si par exemple on était près d'une caserne, alors on portait un uniforme militaire. Il a dit qu'il y avait eu 4 balles. La première, tirée de l'arrière, a frappé le président dans le dos. La deuxième, également tirée de l'arrière, a, comme le dit David, frappé l'autre homme dans la voiture. La troisième a été tirée de face par Sarti et a frappé le président à la tête. Quant à la quatrième, tirée de l'arrière, elle a complètement manqué la voiture. Ce qui fait que son scénario, tel qu'il prétend le tenir des tueurs eux-mêmes, c'est 3 fusils, 4 balles, 3 qui touchent et 1 qui rate. Il a ajouté que 2 balles ont été tirées presque en même temps. Il a dit qu'au milieu de la panique qui suit toujours ce genre d'incident, ils ont pu quitter la place d'Ely et retourner à leur planque.
Il a bien précisé que la pire chose à faire à ce moment-là, c'est d'essayer de fuir. Et c'est pourquoi ils sont restés dans leur planque pendant près de 10 jours, le temps que les choses soient un peu rentrées dans l'ordre. Et puis, ils ont pris un avion privé pour se rendre de Dallas à Montréal. Ceux qui les ont accueillis à Montréal étaient des contacts établis, habitués à faire sortir et entrer des gens du pays. Et là, ils ont quitté Montréal pour Marseille. Après qu'il m'ait dit tout cela, je lui ai posé l'évident problème de sa propre crédibilité. Et je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un n'importe où dans le monde qui pourrait confirmer son histoire. Et après y avoir pensé un long moment, il m'a dit de me mettre à la recherche d'un certain Michel. Mais Michel Nicoli pouvait se trouver n'importe où. Ancien passeur de drogue devenu informateur du gouvernement, il est aujourd'hui témoin au service des États-Unis, jouit d'une protection fédérale et a officiellement disparu. Je l'ai cherché en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. J'ai parlé à des centaines de gens, des trafiquants de drogue, des tueurs, des mercenaires. On m'a lancé sur de nombreuses fausses pistes. J'ai placé des annonces codées dans les journaux du monde entier à son attention, en utilisant un langage qu'il comprendrait. Et finalement, en juin 1986, presque par accident, j'ai trouvé la seule personne au gouvernement qui savait où il était. C'était un fonctionnaire très haut placé du service de lutte contre les stupéfiants. J'ai réussi à convaincre cet homme de me mettre en contact avec lui, sans lui dire pourquoi je voulais parler à Michel. Ce fonctionnaire m'a également dit que depuis les 30 années qu'il était dans ce service, Michel était le meilleur indicateur qu'il ait jamais eu, qu'il n'avait jamais donné de faux renseignements au gouvernement et que s'il certifiait quelque chose, cela valait de l'argent comptant. Un autre fonctionnaire de ce service à qui j'avais parlé à Marseille et qui connaissait Michel en tant qu'indicateur m'a dit que c'était un indicateur de choc. Avez-vous eu des contacts quelconques avec Christian David récemment? Non, j'ai pas eu de contact. Depuis combien de temps? Depuis que nous étions au Brésil ensemble. Je l'ai aperçu ici, en prison, mais en passant, je l'ai vu passer. Nous n'avons pas eu de contact. Donc ça fait combien de temps à peu près que vous aviez des contacts avec? En 1972, nous sommes venus ensemble du Brésil. Je l'ai rencontré en prison ici, pas en prison, dans la cour, au tribunal. Je l'ai aperçu, c'est tout. Depuis, je l'ai plus vu. Au cours des 3 conversations qui ont suivi, où on parlait d'autre chose, Michel m'a confirmé que Lucien Sarti était l'un des 3 tueurs. Et j'ai passé en revue les détails que David m'avait donnés. Il les a tous confirmés, à l'exception de 2 d'entre eux à propos desquels il disait n'avoir pas de détails. Mais il disait tenir toutes ces informations de la même source et à la même époque que David. Quand nous nous sommes rencontrés en Argentine, dans un bar, en 1966, je crois, il y avait Christian David, il était présent. Et nous étions 4, 5, à peu près 5 ou 6, je ne me souviens pas exactement. Et qui étaient les personnes qui étaient présentes? Il y avait Christian David, Sarti, Bocconiani. Et d'après la photo, il y avait Pironti. Les dernières pièces du puzzle se mettent en place quand par la bouche de Michel Nicoli, Steve apprend les noms des 2 autres tueurs, Roger Bocconiani et Sauveur Pironti. Il ne lui reste plus qu'à obtenir la confirmation de leur participation auprès de son premier informateur qui attend toujours son procès dans sa prison de Paris. À ce stade, je suis retourné voir David, je lui ai donné les 3 noms et il les a en effet confirmés. Bocconiani et Pironti sont des gangsters marseillais du genre conventionnel qui ont suivi la voie traditionnelle du jeu et de la prostitution, comme la plupart des gangsters corses doivent le faire. Puis ils sont devenus des tueurs à gages à un moment donné de leur carrière. Bocconiani s'est engagé dans une opération de trafic de drogue en Colombie. Pironti, quant à lui, ne s'est pas beaucoup occupé de drogue. Il est plutôt spécialisé dans le jeu. Il est d'ailleurs lui-même un joueur invétéré et qui apparemment dispose de sommes astronomiques qui
qu'il réapprovisionne de temps à autre en faisant du trafic de drogue. Pironti est récemment sorti de prison et, pour autant que je sache, c'est un homme libre qui vit à Marseille. Quand j'ai montré à David une photo aérienne de la place d'Illey, la première chose qu'il m'a dite, c'est « Montrez-moi où se trouve le pont de chemin de fer ». Je lui ai montré le pont qui passe au-dessus d'Elm Street et il m'a dit que c'était là que Sarti voulait se poster. Mais que le matin de l'attentat, le pont était gardé et qu'il fut obligé, comme il disait, d'aller sur la petite colline avec la clôture en bois. Il a pris position derrière cette clôture, d'où il a tiré une seule balle, et David a spécifié que c'était une balle explosive. Il a dit aussi que Sarti était le seul à utiliser ce genre de munitions. Remarque que je n'ai pas saisi sur le coup, mais que j'ai comprise en posant la question à Michel. Quand j'ai demandé à Michel si c'était vrai que Sarti avait utilisé une balle explosive, il a acquiescé en disant que c'était ce qu'il avait entendu. Oui, c'est Lucien Sarti. Et moi aussi, des fois, je l'avais sur moi, mais je ne m'en servais pas. Sur la question du paiement, Michel était d'accord avec David sur le fait que les tueurs ont été payés en héroïne. Et il a même été un peu plus loin en disant que c'était peut-être lui qui, sans le savoir à l'époque, avait transformé la marchandise en argent liquide pour le compte des tueurs. Il a précisé que les trois hommes avaient fait irruption à son appartement de Buenos Aires dans les mois qui ont suivi l'assassinat, avec, selon ses propres mots, une quantité substantielle d'héroïne. Il trouvait ça surprenant parce que c'était la première fois, d'après lui, que les trois hommes négociaient un paiement en héroïne, mais conformément à sa réputation de ne jamais poser de questions indiscrètes, il se contenta de convertir l'héroïne en argent liquide, comme il l'avait demandé. À ce moment-là, dit-il, Sarti et Boccagnani restent en Amérique du Sud, où ils entrent dans le trafic de drogue, alors que Pironti retourne à Marseille, sans être, pour autant qu'il sache, impliqué dans le trafic de la drogue à ce moment-là. Bon, quand il parlait de ce genre de choses, Sarti et Boccagnani, ou juste Sarti seul, est-ce qu'ils ont jamais donné une indication de qui était derrière ce contrat? Non, ça c'est pas eux qui m'en ont parlé, c'est Christian David qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un de la mafia, mais je ne sais pas qui c'est. Mais il était connu plus ou moins couramment dans ce cercle des Français en Amérique du Sud que c'était la mafia qui était derrière. Oui. À ce stade, mon intime conviction, c'est que c'est Carlos Marcello de la Nouvelle-Orléans qui a passé la commande à Marseille par l'intermédiaire de son collègue Santos Traficanti Junior, qui avait d'étroites relations avec Antoine Guérini. Après cela, il est raisonnable d'impliquer Gincana de Chicago si on retient la thèse de David et de Michel, disant que les tueurs furent accueillis à la frontière par des représentants de la mafia de Chicago. Le fait que Sarti avait en principe des clients à New York et que les tueurs ont quitté le sol des États-Unis par le corridor de Montréal, qui avait d'étroites relations avec la mafia new-yorkaise, laisse supposer que Gambino était également impliqué. Pourquoi ils auraient cherché des assassins si loin à l'étranger pour un tel job? Selon moi, c'est pour effacer quelques traces, hein, pour tromper le gouvernement, je ne sais pas. Comme chercher des tueurs étrangers, plus difficile à trouver, selon moi. La mafia devait engager des hommes blancs puisque ça devait se passer dans le sud des États-Unis. Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire appel aux deux autres pépinières du crime de l'époque, c'est-à-dire Beyrouth et Hong Kong. Deuxièmement, il leur fallait des tueurs expérimentés et spécialisés. Troisièmement, il leur fallait des tueurs qui, s'ils étaient arrêtés, ne puissent pas être reliés à la mafia américaine. Et aussi qu'ils ne soient pas connus de la police américaine. Et quatrièmement, toujours s'ils étaient pris, des tueurs dont on pouvait être sûr qu'ils ne parleraient pas. Et étant donné la loi du silence et de la vendetta corse, ils étaient plus fiables à ce niveau que les Siciliens eux-mêmes. Quand quelqu'un a un contrat pour tuer quelqu'un, il ne regarde pas le nom, il regarde la personne. Il faut le tuer, c'est tout. Selon la personne, paye un peu plus, quoi. Selon qui c'est tout. C'était quand même le président des États-Unis qu'on parle. Ah,
Si eux, ils l'ont fait, c'est que... Ils s'en foutent. Il y a des gens, par exemple, David, il a refusé. Il y en a qui ne refusent pas. Mais est-ce que Sarti aurait été capable de ça? Oui. Le tueur est capable de tout. Il n'a pas de sentiment. Il ne fait pas de sentiment. Je ne pouvais mener cette enquête beaucoup plus loin par moi-même. J'y avais déjà travaillé pratiquement seul pendant 3 ans. Et il était clair qu'à ce stade, il me faudrait un peu d'aide officielle. Alors j'ai décidé de confier ce que je savais au directeur du service de lutte contre les stupéfiants qui m'avait mis en contact avec Michel. Sur la base de ce que m'avait dit Michel et selon sa propre enquête, il décida que cette affaire devait être conduite de manière officielle. La première étape fut d'aller ensemble voir Michel pour l'interroger. Et à mon grand soulagement, Michel répéta la même histoire devant cet officiel. À cet instant précis, j'avais réussi à susciter l'intérêt officiel du gouvernement pour mon enquête. Le directeur du service de lutte contre les stupéfiants décida qu'il fallait informer le FBI de ce que nous avions découvert, car ce n'était pas du ressort de son service, mais toujours de celui du FBI. Ceci se passait il y a 1 an environ, et sans se laisser décourager par des menaces de mort en France et aux États-Unis, Steve continue de traquer ses proies jusque sur leur propre territoire, dans le cœur de Marseille. Mais ses efforts les plus sérieux n'ont pas été suivis, semble-t-il, par les autorités en poste à Washington. Ce que j'avais découvert fut transmis au FBI par le service de lutte contre les stupéfiants en 1987. Un fonctionnaire du FBI a questionné Michel Nicoli et sa déposition l'a convaincu. J'ai pensé qu'à ce stade, puisqu'il y avait des témoignages crédibles, le gouvernement agirait en conséquence et procéderait à l'arrestation des gens qui avaient été dénoncés et qui vivaient juste ici, à Marseille. Mais pour autant que je sache, il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant. Plus tard, Christian David ainsi que d'autres sources m'ont indiqué que l'homme chargé de l'organisation de ce complot et de la logistique était un autre gangster marseillais, un personnage important établi à Marseille depuis longtemps et qui s'appelait Paul Mondelloni. Pendant de nombreuses années, il assurait la liaison entre le quartier général des Guérini, ici à Marseille, et la mafia américaine, plus précisément Santos Traficanti. Ce lien fut établi à La Havane quand Mondelloni y dirigeait le casino Corse et a été maintenu par la suite lorsque Castro a mis les Corses à la porte et qu'ils ont dû installer à Montréal un poste avancé de trafic de drogue. Mondelloni était la personne idéale pour organiser et mettre ce complot à exécution. Mais les fonctionnaires du FBI, aussi bien que du service de lutte contre les stupéfiants, pensaient qu'avant de se présenter devant le grand jury, il faudrait trouver 2 témoins. Nous avions Michel Nicoli, potentiellement, mais ils pensèrent qu'il nous faudrait aussi Christian David. Cependant, Christian David a fermement refusé de témoigner dans cette affaire avant d'être sorti de prison, car visiblement, il craint pour sa vie. Tout ceci est très frustrant, et cet état de choses est intolérable, parce que les hommes qui ont tué le président des États-Unis et qui ont été dénoncés par des témoins dont même le gouvernement reconnaît la crédibilité, vivent ici, à quelques pas de l'endroit où je me trouve. L'un d'eux, Sauveur Pironti, passe les après-midi dans un bar par là, près du jardin public, et l'autre, Roger Boccognani, occupe un appartement à 2 pas d'ici, à quelques pâtés de maison. Le service de lutte contre les stupéfiants et le FBI savent où ils sont, et ils ont des mandats d'arrêt en instance pour de vieilles accusations de trafic de drogue. Mais à date, rien n'a été fait contre eux, que je sache. Nous en sommes au 25e anniversaire, et le mystère reste entier, alors que nous tenons des gens et qu'il serait facile de les arrêter. Et on ne fait rien. Et d'ici là, jusqu'à ce qu'on les arrête et qu'ils nous apprennent la vérité, s'ils sont coupables, on risque bien de ne jamais connaître la solution du mystère et de ne jamais connaître le fin mot de l'histoire. Et personnellement, je trouve cette idée intolérable. Christian David attend toujours dans les geôles parisiennes son procès pour une vieille affaire de meurtre d'un policier en 1966. Il proteste de son innocence avec véhémence et son avocat a confiance dans la crédibilité de son client et dans sa connaissance profonde du monde de la pègre. David n'est pas n'importe qui. C'est un homme sérieux. Et les autorités américaines savent qu'il est sérieux.
David a passé une bonne partie de sa vie en prison, mais ça ne l'a pas empêché de faire beaucoup de choses. Alors quand il dit quelque chose, c'est sérieux. Mais David a toujours éprouvé quelques réticences à confier les détails de ce qu'il sait au sujet de l'assassinat de Kennedy, même à son avocat. Il m'a dit oui, je sais des choses. Je lui ai demandé, pouvez-vous me les dire? Il m'a dit non, je parlerai quand je serai libre. Mais il a ajouté, je peux vous les écrire si vous voulez. J'ai dit d'accord. Et il m'a écrit une lettre fermée. Et sur cette lettre, il a écrit: cette lettre doit être gardée en dépôt par mon avocat jusqu'à ce que j'aie retrouvé ma liberté. Elle ne peut pas être ouverte sans mon autorisation. That letter must be kept in deposit by my lawyer until I am free. It's impossible to open it without my authorization. There is two signatures. Il y a deux signatures, Christian David, Christian David. I think there is in this envelope. Je crois que cette enveloppe contient des détails importants qui permettent de retrouver les meurtriers. Car je crois qu'ils étaient plusieurs, pas seulement un meurtrier. C'est ça que contient l'enveloppe. Du moins, c'est mon avis. Avec les nouvelles preuves apportées par ces enquêtes, bien des mystères entourant le meurtre du président peuvent tout au moins être expliqués. L'un d'entre eux, et non le moindre, étant celui de l'autopsie truquée qui a permis de maquiller les effets dévastateurs de la balle Dum-Dum tirée de l'avant et sur la droite par Lucien Sarti. L'utilisation d'un projectile aussi particulier ainsi que sa trajectoire aurait été facilement décelée dans une autopsie normale, comme l'explique le docteur Cyril Wecht. Une balle cassante est conçue pour littéralement éclater au moment de l'impact. Certains l'appellent balle explosive, d'autres l'appellent dom-dom, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Je crois que le terme technique serait plutôt balle cassante. Si une balle cassante avait été tirée par la droite, elle se serait bien sûr dispersée en dizaines, sinon centaines de fragments, et on n'en aurait pas retrouvé un seul morceau intact. Il y avait beaucoup de petits éclats de métal, et qui n'ont jamais été soumis à une analyse par activation des neutrons. Et de ce fait, voyez-vous, il ne sera jamais possible de savoir avec certitude s'ils proviennent d'une seule balle ou de plusieurs. D'où l'intérêt d'un examen du cerveau pour déterminer non seulement s'il y avait un deuxième tireur, mais encore si ce deuxième tireur, qui avait fait feu par l'avant à droite, avait utilisé une balle cassante. J'ai fini par être convaincu qu'Oswald n'avait rien à voir dans le meurtre et qu'il avait été soigneusement choisi pour porter le chapeau. D'après mes découvertes, tous les acteurs principaux du complot pour le meurtre du président étaient reliés, d'une manière ou d'une autre, avec les services secrets américains. D'abord, Trafficanti et Gincana, qui ont conspiré avec la CIA pour assassiner Fidel Castro. Puis Antoine Guérini, qui avait des relations avec l'OSS et la CIA depuis 1943. Il y avait Sarti et Boccognani, qui tous les deux, d'après mon enquête et d'après ce que m'a dit Michel, ont collaboré avec la CIA à certains moments de leur carrière. Et Oswald, qui avait été utilisé au bas de l'échelle des opérations. Alors même si je ne crois pas que la CIA ait été impliquée directement dans l'assassinat, elle s'est néanmoins trouvée dans une situation plus que délicate dès son lendemain. Une position dans laquelle les membres du complot auraient pu facilement la faire chanter pour qu'elle dissimule ce qu'elle savait de l'opération. Mais la mafia aurait pu difficilement agir seule. Le colonel Fletcher Prouty assurait les fonctions de chef d'état-major des opérations spéciales sous la présidence de Kennedy.
Il est convaincu que des forces encore plus puissantes sont en arrière de tout cela. Il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'on a utilisé des tueurs à gages, et ce n'est pas nouveau. En fait, ce petit manuel ici, qu'on appelle le manuel des assassinats en Amérique latine, contient une phrase qui dit, en parlant de l'Amérique latine, « Quand c'est possible, il faut utiliser des assassins professionnels pour mener à bien des tâches sélectionnées. » Tâches signifiant bien sûr meurtre. Si un manuel pour l'Amérique latine, imprimé récemment par un gouvernement, dit ça, il n'y a pas de doute que cette technique était déjà appliquée à l'époque Kennedy. En réalité, je sais cela par ma propre expérience. Vous savez, c'était mon métier à l'époque. Quand on sait ça, il est facile de comprendre qu'un homme qui détient un certain pouvoir et le budget nécessaire peut engager les services d'un tueur, comme l'indique le manuel. Mais plus encore, avec le pouvoir de dissimuler les faits pour toujours. Parce qu'en fait, c'est une chose de tuer ou de faire tuer, et c'est encore plus important de couvrir les faits après coup. Et ça, c'est le plus difficile. C'est pourquoi ils ont utilisé le stratagème de la commission Warren pour couvrir leurs tueurs à gages. Mais qui donc a le pouvoir d'engager des tueurs à gages et de désigner cette commission Warren pour cacher le poteau rose? On s'en doute. Il s'agit d'un très haut niveau du pouvoir, qui n'est pas nécessairement dans un gouvernement ou dans une corporation particulière, mais dans une sorte de mélange des deux. Sinon, comment serait-il possible d'impliquer le juge en chef de la Cour suprême dans l'opération de couverture? La police de Dallas et les médias, tous les médias, pas juste un ou deux journaux, parce qu'aucun d'entre eux n'a imprimé une histoire disant que ce n'était pas Oswald qui avait tiré 3 balles et tué le président. Je crois qu'il est vital pour le peuple américain de savoir qu'il peut y avoir un renversement de gouvernement, qu'il peut y avoir un coup d'État aux États-Unis, et qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec l'assassinat du président Kennedy. Il ne faut pas que cela puisse se reproduire. Et pour mettre à jour les forces responsables de ce type de meurtre et de ce type de couverture pendant les 25 années suivantes, il faut absolument que l'enquête dévoile le mystère. Sinon, ce genre d'événement risque de se répéter. De la même manière que nous avons dénoncé les problèmes et les scandales du Watergate, les problèmes du Vietnam, les problèmes en Amérique centrale, ceux causés par les renversements de gouvernements étrangers, comme Allende et le Chili, et ainsi de suite. Il faut dénoncer les meurtres politiques dans notre propre pays. Aussi dérangeant et pénible que cela puisse être sur le moment, aussi embarrassant que cela puisse être pour des individus ou des organisations du gouvernement des États-Unis, il faut découvrir la vérité. Et si ce fut possible pour John F. Kennedy, alors ça l'est pour n'importe quel autre président dans l'avenir. Comme je vous le disais la semaine dernière, même si on a pu lire plusieurs articles de revue sur l'assassinat du président Kennedy, il ne semble pas y avoir de livre en français là-dessus. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Mais je vous propose de vous plonger dans la lecture de cette saga des Kennedy, une saga absolument fascinante. Alors, c'est un livre qui s'intitule « Les Kennedy, une dynastie américaine ». C'est traduit par Marc Saporta aux éditions du Roseau.
compte sur moi.